Je pourrais parler de l'irrigation et en quoi ça peut être un levier pour la mise en place de systèmes agroécologiques. Donc tout d'abord, on sait tous que l'eau est indispensable à l'agriculture et le rôle primaire de l'irrigation, c'est d'apporter l'eau complémentaire, donc un intrant, lorsque le climat est défavorable à la culture qu'on a choisie. Donc l'objectif de l'agroécologie est de réduire les intrants, la consommation d'intrants. Donc en irrigation, ça c'est une approche qui a été faite depuis le début de l'irrigation, c'est-à-dire qu'on cherche à réduire les volumes irrigués et à favoriser la culture par rapport au volume prélevé, enfin, améliorer le rapport volume prélevé sur volume absorbé par la plante, ou plutôt l'inverse. Et donc pour ce faire, on utilise les moyens de l'optimisation des cycles naturels, cycles géochimiques. Donc pour l'eau, c'est un peu difficile de jouer sur le cycle de l'eau sur une échelle climatique. Donc on va plutôt se tourner sur le deuxième moyen, qui est l'usage de la biodiversité fonctionnelle. Donc les leviers de l'agroécologie sont tout d'abord replacer le sol au centre et de recultiver la diversité. Et on va voir que l'irrigation peut renforcer ou fragiliser ces leviers. Tout dépend du contexte et de l'usage dans lequel on l'utilise. Donc pour ce faire, j'ai choisi deux exemples pour illustrer un peu deux cas dans lesquels on utilise une irrigation très intense, enfin beaucoup d'eau, et comme quoi ça peut avoir deux impacts complètement opposés. Donc le premier cas, c'est en Inde, durant la Révolution verte, où dans un climat où il pleut quasiment pas, finalement, le fait d'apporter beaucoup d'eau et que tout s'évapore, ça concentrait les sels minéraux en surface, ce qui peut conduire à la mort des sols. Donc là, on voit bien sur cette parcelle qu'il y a une zone où rien ne pousse. Et à l'opposé, en Camargue, on pratique donc la Camargue très proche du niveau de la mer, donc l'eau salée est très proche de la surface, donc on ne peut pas forcément cultiver n'importe quoi. Et le fait de pratiquer de l'irrigation par inondation, ça permet finalement de repousser cette eau salée et par exemple par la suite de faire une autre culture que du riz non inondé. Mais quand on fait un zoom arrière, donc là on va regarder plus l'impact sur la diversité, donc je ne suis pas en train d'accuser l'irrigation de quoi que ce soit, mais on constate que en Inde, c'était principalement, voire uniquement des systèmes en blé. Donc c'est-à-dire que alors que l'irrigation aurait permis de faire une grande diversité de cultures, une seule était pratiquée, et c'est le même cas en Camargue. Donc alors, il ne faut pas toujours ni accuser l'irrigation et ni l'agriculteur, parce que s'il fait ce qu'il fait, il a de bonnes raisons de le faire, et c'est qu'il se situe dans un contexte qui le pousse à faire ses choix. Donc son objectif premier est d'avoir une activité qui lui permet de vivre dignement, de vivre, tout simplement. Et dans un contexte où les prix agricoles sont tirés vers le bas, ça paraît logique de réaliser une production des plus rentables. Ensuite, la présence des filières incite un peu les agriculteurs à cultiver la culture qui sera achetée à un prix souvent stabilisé et sûr par la filière qui est présente. Donc ça peut orienter aussi le choix des agriculteurs. Et ensuite, il y a l'influence des institutions, notamment là, dans les deux exemples que je viens de citer. Il y avait, pour l'Inde, les subventions à l'irrigation, pour la mise en place des systèmes irrigués, étaient uniquement si on cultivait du blé. Donc là, on comprend mieux pourquoi il n'y avait que du blé. Et en Camargue, c'est la PAC du coup qui était, bon c'est plus vrai maintenant, mais les subventions de la PAC étaient 5 fois supérieures si on cultivait du riz. Donc voilà, encore une fois, on comprend mieux l'influence que peut avoir la politique sur la diversité. Ensuite, il y a, dans le domaine de l'eau, il y a une histoire de centralisation de gestion de la ressource. Aujourd'hui, cette gestion, donc la quantité d'eau prélevable est imposée à l'échelle nationale. C'est-à-dire que c'est une même règle qui est appliquée partout en France, alors qu'on sait très bien qu'en climat méditerranéen, c'est très différent. Et donc, par exemple, pour être proche, il y a au canal de Gignac, on avait, comment dire, cette limite imposée est finalement inférieure au prélèvement, au droit d'eau qui était autorisé aux agriculteurs avant. Et donc, ça peut poser certaines problématiques. Donc, le premier levier est de replacer le sol au centre. Là, j'ai représenté un peu la chaîne trophique qui se situe dans le sol. Dont un des principaux bénéfices pour la culture, c'est la libération de sels minéraux. Donc ça, on a abordé un peu le sujet précédemment.
Mais bon, il y a d'autres... bon, je ne vais pas m'attarder. Donc, l'irrigation, dans tout ça, à quoi elle peut servir? Notamment dans nos climats où l'été, le sol est sec et donc ne permet pas l'activité biologique. Donc, l'irrigation pourrait permettre de maintenir cette activité biologique pour favoriser cette décomposition, la libération de minéraux. Et ensuite, il y a aussi quand même la façon dont on pratique l'irrigation. Notamment, il y a des recherches qui se font actuellement sur la façon d'irriguer, associée par exemple à un enherbement, inciter les racines des cultures à aller en profondeur et donc être plus résilientes aux aléas climatiques. Voilà, j'ai fait autre chose. Donc par exemple, en technique d'irrigation, la technique la plus récente qui se développe, c'est le goutte-à-goutte enterré. Donc le goutte-à-goutte, on sait que c'est le système qui permet d'apporter juste l'eau dont la plante a besoin. Et donc c'est la plus économe en eau. Et là, on développe un peu ce goutte-à-goutte enterré qui permet notamment de supprimer complètement l'évaporation parce que toute l'eau est dans le sol et reste dans le sol. Et d'apporter aussi, de favoriser la culture, parce qu'on va mettre les gaines au niveau du système racinaire, donc on va favoriser la culture. Donc cette pratique implique des contraintes, notamment si on met les gaines dans le sol, ça va être difficile de travailler le sol. Donc les recherches se font à différentes profondeurs, et bon, si c'est trop profond, ça pose certaines problématiques, et si c'est pas assez profond, voilà. Si c'est trop profond, il va y avoir un temps du développement du système racinaire, notamment, alors du fait du non-labour, comment dire, ça incite à faire d'un système en SCV, donc en agriculture de conservation par exemple, et donc voilà. Mais alors on peut le pratiquer sur des cultures pérennes ou des cultures annuelles. Alors sur les cultures annuelles, ça a posé un problème au niveau du semis par exemple, parce que l'eau, là voilà, il y a un schéma qui montre un peu ça, c'est que l'eau ne remonte pas jusqu'à la surface. Donc si on sème et que le sol est sec, il y aura un problème de germination. Donc là on va devoir l'associer par exemple à un système d'aspersion. Et pour faire lever, au moins pour la lever, une fois que les racines ont atteint la zone humide, là il va y avoir un bon développement. Et pour les plantes pérennes, donc c'est des choses qui ont été relevées lors du colloque de la semaine dernière, c'est qu'il y a quand même un risque que les racines, selon la conduite, que les racines s'infiltrent et bouchent les gouttes à gouttes. Donc après, il n'y a plus d'eau qui est libérée dans le sol. Ensuite, il y a beaucoup le contexte qui compte. Par exemple, dans un sol très drainant, là on voit quand même que le bulbe est un peu élargi quand même, mais si le sol est très drainant, ça va être très vertical et l'eau va tomber tout de suite, ce qui va juste humidifier une très faible portion de la surface, de volume de sol, et donc limiter l'expansion racinière et le développement dans le sol. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de système idéal parfait, il faut vraiment adapter chaque système à son contexte. Ensuite, concernant la diversité, donc, ça a été un peu évoqué dans les présentations précédentes, c'est que le fait que finalement la diversité permet de réduire l'apport d'intrants parce que ça joue un rôle sur la gestion des adventices, des ravageurs et aussi le renouvellement de la fertilité. Et donc quel serait le rôle de l'irrigation pour améliorer la diversité des agroécosystèmes, des systèmes cultivés? Par exemple, on en a parlé aussi un peu tout à l'heure, c'est pour la mise en place de plantes de couverture ou de plantes de culture intermédiaire qui ne pourraient pas être mises en place si le sol, s'il n'y a pas assez d'eau. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a quand même aussi une contrainte sur l'eau, c'est que dans un contexte de réchauffement climatique, on est obligé de réduire un peu la consommation. Donc ça je ne l'ai pas dit avant, mais je tenais à le dire. Et donc voilà, donc l'irrigation est avant tout un outil pour l'agriculture. Et après, il faut la placer dans un contexte qui est favorable du coup à l'agriculture. Et donc ça se joue par une réflexion et aussi par un encadrement qui est approprié.